Chapitre 1 Expérience contre explication. Il existe aujourd'hui une dérive silencieuse dans la science qui creuse une fracture irréconciliable entre les esprits véritablement curieux et ceux qui ont été endoctrinés sans même en avoir conscience. Un courant de pseudoscience a été placé sur un piédestal et élevé au rang d'intouchable, si bien que tout scepticisme et toute pensée critique à son sujet sont rapidement réduits au silence, sans même être examinés. Au fond, le problème relève de la philosophie des sciences. Qu'est-ce qui permet réellement à une proposition d'être qualifiée de scientifique ? Cette question constituait déjà le principal point de désaccord soulevé par un groupe d'activistes de la fin du XIXe siècle, connu sous le nom de zététique, et qui provoqua à l'époque un véritable émoi au sein de la communauté scientifique. Leur philosophie, le zététisme, se distinguait de la science dominante en mettant l'accent sur l'observation et l'expérimentation, plutôt que sur des hypothèses et des théories. La méthode scientifique habituelle consiste à formuler une hypothèse initiale qui est ensuite testée, confirmée ou infirmée à partir des résultats d'une expérience. La méthode zététique, quant à elle, procède directement par l'expérience, sans spéculer ni théoriser de réponses potentielles au préalable. Un scientifique commence par établir une hypothèse, puis conçoit des tests destinés à la prouver ou à la réfuter. Un zététique, lui, pose une question, puis passe immédiatement à l'expérimentation et à l'observation, afin d'y répondre, plutôt que de formuler d'abord une hypothèse, comme le prescrit la méthode scientifique. Par exemple, si l'on s'interroge sur la cosmologie, la forme et la position de la Terre, un scientifique formulerait d'abord une hypothèse selon laquelle le monde est rond ou plat, géocentrique ou héliocentrique, puis procéderait à tester cette théorie. Le zététique, en revanche, saute cette étape d'hypothèse et se concentre entièrement sur l'observation et la conception d'expériences destinées à déterminer la réponse. Supprimer cette étape de la méthode scientifique élimine effectivement tout biais ou toute idée préconçue induite par la formulation d'une hypothèse, laissant la conclusion se fonder entièrement sur ce qui est réellement observé. Malheureusement, comme l'a un jour fait remarquer Richard Feynman, la philosophie des sciences est à peu près aussi utile aux scientifiques que l'ornithologie l'est aux oiseaux. Ainsi, les zététiques furent tournés en ridicule et leurs découvertes rejetées par la communauté scientifique dans son ensemble. Leur principale organisation en Angleterre, appelée The Universal Zetetic Society, fut fondée par le Dr Samuel Robotham et Lady Elizabeth Blount en 1893, avant d'être renommée plus tard d'après son sujet de controverse le plus célèbre, The International Flat Earth Research Society, Société internationale de recherche sur la Terre plate. Aujourd'hui, The International Flat Earth Research Society existe toujours et depuis 2014, elle est administrée par moi-même, Éric Dubay. Le sujet continue d'être tourné en dérision et rejeté par la majorité. Mais grâce à Internet et à un groupe assidu d'activistes modernes, des dizaines de millions de personnes à travers le monde rejettent désormais le modèle du globe héliocentrique et se revendiquent partisans de la Terre plate. Alors pourquoi les zététiques sont-ils parvenus à une conclusion complètement différente de celle des scientifiques concernant la forme et la position de la Terre ? Procédons à un examen zététique de la question afin d'y répondre. Si nous voulons déterminer par nous-mêmes la position de la Terre par rapport au reste du cosmos, nous commençons par de simples observations du Soleil, de la Lune et des étoiles. Notre expérience de la Terre en relation avec ses corps célestes est claire. La Terre semble être une fondation centrale immobile, autour et au-dessus de laquelle le Soleil, la Lune et les étoiles tournent. Chacun a fait l'expérience de cette perspective géocentrique de bon sens et s'est senti vivre sur une base fixe et stable connue sous le nom de Terre. Les photographies en accéléré des traînées d'étoiles montrent que toutes les étoiles décrivent des cercles parfaits autour de Polaris, l'unique étoile immobile du firmament, située directement au-dessus du pôle Nord, au centre de la Terre. Les cadrans solaires, les cadrans lunaires, les enregistrements annuels des analemmes solaires et les révélés mensuels des analemmes lunaires montrent tous comment le Soleil et la Lune se déplacent d'un tropique à l'autre au-dessus d'une Terre stationnaire. Encore une fois,
c'est une évidence, et l'expérience de tout être humain ayant vécu. La Terre est la fondation immobile autour et au-dessus de laquelle le Soleil, la Lune et les étoiles tournent. Insatisfaits du bon sens et de l'expérience quotidienne, les scientifiques héliocentristes ont plutôt théorisé un système solaire centré sur le Soleil, dans lequel la Terre serait en rotation sur elle-même et en révolution autour de celui-ci. Préférant les explications à l'expérience, des scientifiques comme Einstein ont affirmé que, contrairement à ce que nous percevons, la Terre est bel et bien en mouvement, mais que puisque ce mouvement est uniforme, nous ne le remarquons tout simplement pas. De plus, puisque tout le reste du cosmos est également en mouvement, la théorie de la relativité soutient que nous ne pouvons pas distinguer l'immobilité de la Terre de son prétendu mouvement contraire. Comme l'a déclaré Fred Hoyle, cosmologiste contemporain d'Einstein, nous savons que la différence entre une théorie héliocentrique et une théorie géocentrique n'est qu'une question de mouvement relatif et qu'une telle différence n'a aucune signification physique. Ainsi, d'un seul geste philosophique, la fondation manifestement immobile sous nos pieds est devenue une surface en mouvement, tournant sur son propre axe et gravitant autour d'un soleil central. Einstein n'a jamais réalisé d'expérience visant à prouver le mouvement supposé de la Terre. Il s'est contenté de l'affirmer philosophiquement comme une explication. Le cosmologiste George Ellis explique: les gens doivent être conscients qu'il existe une gamme de modèles pouvant expliquer les observations. Par exemple, je peux construire un univers sphériquement symétrique avec la Terre en son centre, et vous ne pouvez pas le réfuter sur la base des observations. Vous ne pouvez l'exclure que pour des raisons philosophiques. À mon sens, il n'y a absolument rien de mal à cela. Ce que je veux mettre en évidence, c'est le fait que nous utilisons des critères philosophiques pour choisir nos modèles. Une grande partie de la cosmologie tente de le dissimuler. Les partisans du modèle héliocentrique ont effectivement cherché à dissimuler ce fait, surtout depuis l'adoption de la théorie du Big Bang, qui a une fois de plus modifié philosophiquement la position de la Terre dans le cosmos. Avec l'avènement de la soi-disant inflation cosmique, ce n'est plus le Soleil qui est considéré comme le centre de l'univers. Notre système solaire tout entier serait désormais simplement l'un parmi d'autres, évoluant à la périphérie de la galaxie de la Voie lactée, tout en continuant de s'étendre rapidement à partir d'un Big Bang survenu il y a des milliards d'années. Ainsi, la théorie héliocentrique d'origine s'est transformée en une théorie acentrique, dans laquelle ni la Terre ni le Soleil ne sont centraux. Ainsi, la théorie de la relativité a philosophiquement retiré la Terre de sa fondation stable et immobile. La théorie héliocentrique l'a fait tourner en cercle, en rotation sur son axe et en révolution autour du Soleil. Puis la théorie du Big Bang a propulsé l'ensemble du système solaire dans un univers en expansion constante. C'est là la pente glissante de la science, lorsque les hypothèses et les théories se voient accorder plus de crédit que les observations et les expériences. Ces explications infondées finissent par être crues au détriment de l'expérience et des faits réels. Notre expérience réelle est celle d'une Terre géocentrique et, comme je le montre dans mon livre « The Flat Earth Conspiracy », des expériences telles que Michelson-Morley, Michelson-Gale, Sagnac et Harris Failure ont toutes confirmé cette perspective de bon sens. Balayer philosophiquement toutes ces expériences et notre observation quotidienne au profit de théories inobservables et invérifiables est inacceptable pour un véritable zététique. Alors, qu'en est-il de la forme de la Terre? Quelle est notre expérience? La majeure partie de la surface terrestre est recouverte d'eau à niveau, dont la surface demeure plane lorsqu'elle est immobile et non perturbée. La physique naturelle de l'eau est de chercher et de maintenir son niveau. Elle est incapable de s'empiler sur elle-même ou de présenter une convexité. L'eau repose toujours à plat lorsqu'elle est immobile et contenue. L'horizon est toujours parfaitement horizontal et s'élève au niveau des yeux de l'observateur, demeurant plat sur 360 degrés, quelle que soit l'altitude. Lors de voyages à grande vitesse sur de longues distances, les pilotes d'avion atteignent leur altitude souhaitée au-dessus de la Terre, se stabilisent, puis restent exactement à la même altitude jusqu'à ce qu'ils montent ou descendent.
De même, le gyroscope mécanique qui contrôle leur horizon artificiel demeure parfaitement horizontal tant que l'avion ne monte ou ne descende, souvent sur des milliers de kilomètres. À l'aide de caméras à zoom embarquées dans des avions à haute altitude, l'horizon plat peut encore être vu s'étendre aussi loin que l'œil peut voir et que les caméras peuvent zoomer. Notre expérience est donc de manière incontestable celle d'une Terre plane et de niveau. Si l'on part de l'hypothèse d'une Terre sphérique, l'expérience zététique peut toujours être reléguée au second plan au profit des explications scientifiques privilégiées. Par exemple, les partisans de la Terre globe iront jusqu'à modifier la définition même du mot « niveau » pour l'adapter à leur modèle, affirmant que niveau signifie en réalité courbe. Et ils expliqueront que l'horizon finit bien par se courber, mais seulement à une altitude si élevée qu'il est impossible de l'atteindre. Ils affirmeront que leur théorie de la gravité permet, d'une certaine manière, aux avions de rester à la même altitude au-dessus d'un globe, sans nécessité d'ajustement constant. Et ils soutiendront que la Terre présente bien une courbure, mais qu'elle se trouve toujours juste au-delà des centaines et des centaines de kilomètres d'horizon plat que nous voyons. Pour certains, ces affirmations peuvent sembler suffisantes, mais à mesure que ces théories non étayées continuent de se construire sur des explications non prouvées, des fissures commencent à apparaître dans ces prétendus concepts scientifiques. Une réévaluation zététique approfondie devient alors nécessaire pour nous ramener au premier principe.